Il y a une phrase qu'on entend de plus en plus souvent après une rupture. C'était un pervers narcissique. Pas un homme toxique, pas quelqu'un de brisé, mais un pervers narcissique. Comme si ce mot était devenu un tampon universel pour décrire tous les ex, toutes les douleurs, tous les échecs amoureux. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation? Est-ce la vérité crue? Ou alors, est-ce un moyen de fuir la remise en question, de se protéger ou de se réconforter? Je ne vais pas juger. Je ne vais pas pointer du doigt. Je vais analyser, profondément, honnêtement, humainement. Et peut-être, à la fin, tu comprendras qu'il ne s'agissait pas d'un pervers narcissique, mais simplement d'un mauvais choix, et que ce mauvais choix n'est pas une condamnation, mais peut devenir un tremplin vers la connaissance de soi. Il suffit aujourd'hui de faire défiler quelques stories, d'écouter une conversation entre amis ou de lire un post Facebook post-rupture pour entendre la fameuse phrase « C'était un pervers narcissique ». C'est devenu un slogan, un diagnostic de rupture, un point final à une relation douloureuse et, dans bien des cas, une échappatoire. Mais posons-nous une question honnête, essentielle, dérangeante. Avons-nous tous et toutes réellement été en couple avec un pervers narcissique? Ou est-ce que ce mot est simplement devenu un abri émotionnel? Un moyen de donner un nom à ce qu'on ne comprend pas, à ce qu'on ne veut pas assumer, à ce qu'on ne veut pas revoir dans le miroir de nos choix. Ce terme, pervers narcissique, à l'origine, vient de la psychologie clinique. Il ne désigne ni un salaud, ni un manipulateur passager, ni un homme infidèle. Un pervers narcissique est une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique sévère, souvent associé à des comportements manipulateurs, destructeurs, voire cruels, dont le but est de dominer psychologiquement l'autre en le dévalorisant et en l'enfermant dans une spirale de dépendance affective. Ce n'est pas juste quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de pathologiquement dangereux, dans la durée, dans la constance, dans la stratégie. Or, ce profil est extrêmement rare, moins de 1% de la population, selon certains experts. Mais à écouter les témoignages d'aujourd'hui, on aurait l'impression qu'ils se multiplient comme des virus émotionnels. Pourquoi? Parce que ce mot est devenu une valise. Une capsule prête à l'emploi pour expliquer la douleur, l'incompréhension, l'échec sentimental. Lorsqu'une relation s'effondre, surtout si elle a été intense, troublée, passionnelle, ou si elle s'est terminée dans la violence psychologique ou l'abandon brutal, l'être humain cherche un coupable clair. C'est humain. On veut mettre du sens là où il n'y a eu que du vide. On veut fermer la plaie avec une explication qui fait tenir debout. Et dans cette quête de sens, le cerveau, pour se protéger, va chercher l'étiquette la plus puissante, la plus catégorique, la plus définitive. PN. Parce qu'en disant « il était un pervers narcissique », on dit indirectement « ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma responsabilité, ce n'était pas une erreur de ma part, c'était un piège bien monté. J'ai été victime, pas complice. » Et c'est là que le danger commence. Pas parce que vous mentez, mais parce que, sans le savoir, vous vous déconnectez de votre propre pouvoir. C'est toujours plus difficile de se dire « j'ai vu des signes, mais je les ai ignorés. Je l'ai choisi parce qu'il comblait un vide en moi. Je suis resté même quand mon intuition criait de partir. Je croyais pouvoir le sauver. » Ces phrases-là, elles font mal. Elles nous obligent à assumer notre propre vulnérabilité. Elles nous confrontent à des blessures d'estime, à des manques d'amour-propre, à des schémas d'attachement que l'on traîne souvent depuis l'enfance. Alors, à la place, on projette tout sur lui. On se dit que c'est lui le problème, lui le manipulateur, lui le diable. Et on oublie qu'en refusant de regarder nos failles, on s'interdit de guérir vraiment. Quand le mot « pervers narcissique »
devient un réflexe, un slogan, ou pire encore, une arme de réputation, il finit par banaliser un réel trouble grave, dénaturer la parole des vraies victimes de manipulateurs narcissiques pathologiques, empêcher une réelle introspection, pourtant nécessaire pour évoluer, maintenir des femmes dans le rôle éternel de la victime. Et surtout, il pousse certaines à reproduire le même schéma, encore et encore, parce qu'elles n'ont jamais réellement compris ce qui les avait poussées vers ce type d'homme au départ. Prenons un exemple. Une femme tombe amoureuse d'un homme charmant, passionné, charismatique, mais instable, peu disponible émotionnellement et qui montre rapidement des signes de domination subtils. Elle sent que quelque chose cloche, mais elle s'accroche, parce qu'elle croit que son amour peut le transformer. Elle se dit qu'il n'a juste jamais connu une vraie femme et qu'avec elle, il va guérir. Mais il ne guérit pas, il empire. Et le jour où elle s'effondre, où elle n'en peut plus, où elle part, elle dit « c'était un pervers narcissique ». Mais en réalité, ce n'était pas un PN. C'était un homme émotionnellement indisponible, égocentrique, instable. Et elle s'est accrochée parce qu'elle voulait guérir quelque chose à travers lui. Et si on osait une autre voie? Et si, au lieu de dire « c'était un PN », on disait « j'ai aimé quelqu'un qui ne me convenait pas. J'ai toléré ce que je n'aurais jamais dû tolérer. Et aujourd'hui, j'apprends à mieux me connaître pour ne plus reproduire ce schéma. » Ce n'est pas moins noble, ce n'est pas moins fort, c'est au contraire beaucoup plus courageux. Car vous cessez de raconter l'histoire d'un monstre et vous commencez à raconter votre transformation. On dit que l'amour rend aveugle, mais en réalité, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle. Ce sont nos besoins, nos manques, nos blessures non guéries. Ce sont eux qui nous font fermer les yeux sur l'évidence. Ce sont eux qui nous font appeler coup de foudre, ce qui était en réalité une dépendance émotionnelle. Ce sont eux qui nous font appeler alchimie, ce qui était juste une blessure qui rencontre une autre. Quand on discute avec des femmes qui ont vécu des relations toxiques, elles finissent souvent par avouer, presque à mi-voix, « Tu sais, maintenant que j'y repense, il y avait des signes. » Il levait déjà la voix très vite. Il disparaissait plusieurs jours sans prévenir. Il me faisait me sentir coupable de tout. Mais à ce moment-là, elles ont voulu y croire. Elles ont cru que ça allait s'arranger. Elles ont cru que leur amour allait le stabiliser. Et elles ont fermé les yeux. Une fois, puis deux, puis 100. Jusqu'à ne plus rien voir du tout, sauf le fantasme. Pourquoi fait-on ça? Parce que notre cerveau est programmé pour chercher la cohérence. Et quand on est déjà investi émotionnellement, il est plus douloureux d'admettre qu'on s'est trompé que de continuer à espérer qu'on a raison. C'est un mécanisme de survie, la dissonance cognitive. On préfère croire que ça va changer, plutôt que d'admettre que ça n'aurait jamais dû commencer. Mais à chaque fois qu'on ignore un signal, on apprend à notre cœur à accepter l'inacceptable. Et un jour, on se retrouve complètement déconnecté de notre propre boussole intérieure. Le vrai amour ne rend pas aveugle l'amour véritable, le sain, le lucide. Il est clair. Il ne vous fait pas douter de vous. Il ne vous fait pas marcher sur des œufs. Il ne vous rend pas dépendante d'un « je t'aime » suivi d'une disparition. Mais pour le reconnaître, il faut avoir guéri. Il faut avoir appris à s'aimer. Il faut avoir nettoyé les lunettes avec lesquelles on regarde les autres. Beaucoup de femmes entrent dans une relation non pas pour aimer un homme, mais pour le transformer. Elles ne veulent pas seulement le cœur du partenaire. Elles veulent aussi sa rédemption, son évolution, son changement. Elles veulent être la femme qui l'a guéri. Le syndrome de la sauveuse est profondément ancré dans l'inconscient de beaucoup de femmes. On leur a appris que la patience est une preuve d'amour, qu'un homme compliqué
est un homme qui a besoin d'être sauvé, et que si elles aiment assez fort, assez bien, assez intensément, il changera. Mais un homme ne change que s'il le décide. Pas parce que vous l'aimez, pas parce que vous pleurez, pas parce que vous l'attendez. Changer est un choix personnel, pas une récompense qu'on donne à quelqu'un qui nous supporte dans nos pires moments. Certaines se disent « Il n'a pas su aimer les autres, mais moi, je suis spécial ». Et sans le vouloir, elles entrent dans une compétition avec les ex. Elles veulent être la preuve vivante qu'il était juste mal entouré avant. Mais ce discours ne fait que gonfler l'ego d'un homme instable, sans jamais lui offrir de véritables remises en question. Et pendant ce temps, la femme s'épuise. Elle se transforme. Elle se pervertit émotionnellement à force d'attendre un miracle. À force de vouloir sauver l'autre, on se perd soi-même. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'à force de tout miser sur le changement de l'autre, on oublie de prendre soin de sa propre santé mentale. On accepte des choses qu'on aurait dénoncées chez une amie. On tolère des humiliations qu'on n'aurait jamais imaginées. Et quand tout explose, on dit « il était un PN ». Mais en réalité, c'était vous qui vous étiez abandonné. Il est plus facile de dire « il m'a détruite » que de dire « je me suis laissé détruire parce que je n'avais pas encore appris à me protéger ». Et pourtant, c'est dans cette deuxième phrase que commence la guérison. Remettre en question ses choix, c'est admettre que quelque part, on n'était pas aussi forte, aussi lucide, aussi protégée qu'on le croyait. C'est douloureux. Ça fait tomber le masque. Ça met en lumière nos failles, nos manques, nos attentes irréalistes. Mais c'est aussi l'acte fondateur de toute évolution. Car tant qu'on pense que tout vient de l'autre, on reste prisonnière du passé. Beaucoup de femmes quittent une relation toxique, sans jamais se poser la vraie question. Pourquoi ai-je été attirée par lui? Et quelques mois plus tard, elles tombent sur une autre version du même homme, sous un autre prénom, dans un autre corps, mais avec les mêmes mécaniques. Parce que ce ne sont pas les hommes qui se ressemblent, ce sont nos blessures non guéries qui les attirent. Se poser, faire le bilan, être brutal avec soi-même, mais aussi tendre, comprendre ses schémas, ses attentes, ses manques, faire la paix avec ses parents, son enfance, son reflet. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui conduit à des relations saines. Au lieu de sortir d'une relation toxique en disant « il m'a détruite ». Et si on sortait en disant « j'ai appris, j'ai grandi, j'ai guéri ». Chaque relation est un miroir, même les plus douloureuses. Elles nous montrent ce que nous acceptons, ce que nous croyons mériter, ce que nous avons encore à travailler en nous. Et si on regarde bien, les relations toxiques nous confrontent souvent à des parts de nous-mêmes que nous refusions de voir. Le vrai travail commence après la rupture. Ce n'est pas le départ qui change la vie, c'est ce qu'on fait de la solitude qui suit. Est-ce qu'on replonge dans les mêmes schémas ou est-ce qu'on entame une reconstruction intérieure? Est-ce qu'on se précipite dans une nouvelle histoire ou est-ce qu'on apprend à vivre seul, vraiment, profondément, en paix? Se relever, mais différemment? Le but n'est pas juste de ne plus souffrir. Le but est de se transformer, de devenir une femme qui ne tolère plus l'inacceptable, qui n'espère plus le changement de l'autre, mais qui incarne le sien. Une femme qui ne cherche plus à plaire à tout prix, mais qui rayonne tellement qu'elle attire ceux qui la respectent profondément. Si tu as vécu une relation toxique et que tu sens que tu en veux encore à ton ex, que tu l'insultes, que tu le qualifies de PN à chaque conversation, pose-toi cette question sincère. Est-ce que j'ai réellement commencé mon processus de guérison? Parce que le vrai pardon, ce n'est pas dire que l'autre a eu raison. C'est juste cesser de porter ce poids dans ton cœur. Voici ce que j'aimerais que tu retiennes profondément. Non pas pour culpabiliser, mais pour mieux te connaître, mieux choisir et surtout
ne plus te perdre. Arrête de te raconter que c'est arrivé par hasard. C'est arrivé parce que tu avais quelque chose à comprendre. Et ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Fais un vrai travail sur toi. Thérapie, journal de bord, lecture, solitude choisie, reconnexion à ton corps, à ton histoire, à ton identité. Ne répands plus ta douleur comme une vérité universelle. Ce n'est pas parce que tu as souffert qu'il faut diaboliser tous les hommes. La haine ne guérit pas, elle empoisonne. Ne fais pas de la victime ton identité. Tu es plus que ça. Tu es une femme en chemin, en éveil, en puissance. La douleur ne disparaît pas par la vengeance verbale. Elle s'apaise dans la compréhension, la responsabilisation et la transformation. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu décides de devenir à partir de ce qu'on t'a fait. Et le jour où tu arrêteras de dire « c'était un pervers narcissique » et que tu commenceras à dire « voilà ce que j'ai appris de moi », ce jour-là, tu ne seras plus blessée, tu seras renaissante.